Bonjour à tous, c'est Jean Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre saga sur les orgues et nous allons pouvoir voir comment est arrivé les claviers manuels, le pédalier, les accouplements, les registres de toute taille et de toute famille, les tiras, l'histoire de l'orgue en Europe, une fois décrite sur les principaux organes, qui pourraient se borner à une simple chronologie fixant la mise en service de chacun d'eux, mais nous allons essayer de rentrer plus dans le détail. C'est l'œuvre d'art qui exige un minimum d'organisation, qui suppose un équilibre. Les facteurs du XVe siècle et du XVIe siècle le chercheront. Leurs descendants le trouveront au XVIIe siècle. Au point de départ, voici le grand positif à pied. Il comporte un clavier de 3 octaves, soit 36 touches destinées à faire parler plusieurs jeux de principaux et leurs octaves. Il est de deux manières de développer cet instrument. D'une part, le facteur qui enrichit son échelle sonore, qui s'étend de son clavier et le dote de quelques notes supplémentaires dans les basses et dans les dessus. D'autre part, il multiplie ses rangs de principaux et d'octaves. Leur adjoint des rangées de quintes et de superquintes. Du coup, il établit le départ entre ces deux familles essentielles, les montres ou principaux, qui prennent place en façade, et les quintes ou nasards, mutation simple, les pleins jeux, les fournitures à rang composé, toute mixture à reprise qui viennent enrichir les fonds. Mais la jonction de quelques notes au clavier a rapidement rompu l'équilibre de l'ensemble. Si de nouvelles touches viennent étoffer les dessus, il faudra veiller à ce qu'elles ne détruisent pas l'effet qu'on est en droit d'attendre des basses. Par contre, si elle prolonge vers le grave l'étendue du clavier, il faudra s'assurer qu'elle ne diminue pas l'intensité des dessus. Or, les basses portent plus que les dessus. Si deux ou trois tuyaux de principaux par note font leur office pour la partie inférieure du clavier, il y aura lieu de multiplier les rangs dans sa partie supérieure. Plutôt que de porter à 60 notes l'échelle du clavier, qui n'en compte pour l'heure que 40 au plus, son accroissement nécessiterait la réalisation d'un double sommier, d'un abrégé compliqué auquel les facteurs sont encore loin de penser. On préfère disposer ces notes supplémentaires sur un second clavier. Celui-ci actionne-t-il les nouvelles touches de basse. Nos ancêtres lui donnent le nom de clavier de contre-teneur, origine du pédalier sans doute, car ce clavier peut être touché à la main ou au pied par un système de chevilles et de vergettes tirant les notes du clavier. Celui-ci actionne-t-il les nouvelles touches de la partie haute? Nos ancêtres lui donnent le nom de petite orgue par contraste avec le corps ou clavier principal dit au grand orgue ou de positif par assimilation avec ce positif à pied ou de table dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente. Petit orgue qui avait trouvé place sur la tribune ou sur la balustrade. Puisque l'organiste doit s'asseoir entre les deux buffets, le second sera dit positif de Do, clavier secondaire dont la tuyauterie, en règle générale, sera toujours dans l'échelle sonore d'une octave supérieure à celle du grand orgue. Dès la fin du XIVe siècle, du moins dès le premier tiers du XVe siècle, l'orgue paraît comporter ces trois plans essentiels. Le clavier principal, dont les sommiers sont situés environ 1 mètre au-dessus de la console, le clavier secondaire ou positif, le clavier de pédale, faisant parler les gros bourdons, les basses que l'organier a groupés de part et d'autre du sommier principal en deux hautes tourelles dénommées trompes. À côté des principaux, le facteur établit quelques flûtes, des mutations simples et composées, et déjà un ou deux jeux d'anches, comme la voix humaine ou régale, la secboute ou trompette.
Il n'est pas rare qu'un grand instrument du XVe siècle compte 1500 ou 2000 tuyaux, une vingtaine de registres dont les plus graves pouvaient atteindre 24 pieds et une demi-douzaine de forts soufflets actionnés à la main ou mieux au pied. Tous ces mécanismes prennent place dans un buffet de style gothique qui comporte 3 étages: soubassement, tuyauterie, entablement. Buffet plat, dont la décoration essentielle consistait dans l'aménagement des tuyaux de montre. Ceux-ci sont répartis dans les 2 plates faces dessinant au mitre ou au V. Ils sont flanqués des plus hauts tubes de l'instrument, réunis en une tourelle plus élevée qui ne présente encore aucune rotondité, ces 5 ou 6 tuyaux étant disposés sur un même plan vertical. Un jour proche viendra où ces tourelles constitueront un avant-corps à 3 pans ou en tiers-point. De plus gros tuyaux ou trompes pouvaient encore trouver place au niveau de la tribune dans de gigantesques étuis, souvent soutenus par des colonnes de pierre, dont la base reposait sur le sol. Au buffet principal répondait sur la tribune un buffet secondaire de positif, réplique du premier quant à son architecture et à sa décoration. Panneaux, serviettes, feuillages stylisés, plantes, fleurs, gables, lancettes, clochetons, rosaces, 4 feuilles, rinceaux, perles. Ces différents motifs font disparaître la rigidité du cadre que viennent clore à l'étage de la tuyauterie 2 volets peints que l'organisme ouvrait avant de se mettre au clavier. Un certain équilibre avait été trouvé au XVe siècle. Poussés par le besoin d'innover toujours, les organiers du XVIe siècle ne sauront pas toujours le conserver. Les facteurs d'orgue gothiques concevaient l'instrument comme une gigantesque mixture, un plein jeu fourni dont les dernières notes comptaient chacune 20, 30 ou 40 tuyaux. Leurs fils conçurent un orgue aux plus vastes proportions et enrichirent ces dernières touches de 70 ou 80 rangs. Mais s'ils ont multiplié les séries de tuyaux dans les tessitures élevées, ils songèrent également à leur donner une base suffisante en donnant leur instrument de bourdons de 24 ou 32 pieds, trompes dont le nombre devait aller croissant au XVIe siècle. Sans doute le registre, avec tout ce que cette notion comporte d'individualisme, existait-il au XVe, mais il était utilisé pour une famille, les principaux, les pleins jeux, les octaves, plus que pour un jeu. Le facteur du XVIe siècle va maintenant tirer du registre une autre partie. Et oui, le principe du sommier à coulisses lui permet d'isoler un rang de tuyaux. D'où le grand nombre de jeux de détails qui viennent accroître la palette sonore de l'interprète. Flûtes de toutes sortes, bourdons, bouchers, nasards, deux tiers, chromornes, trompettes, hautbois, musettes, cornets de 5 rangs. Ces registres surchargent tantôt le clavier principal, tantôt celui du positif. L'orgue gothique du XVe siècle était un instrument synthétique, au grand plein jeu, avec ses 2 plans. L'orgue de la Renaissance est un instrument analytique. Le premier dénotait plus de raisonnement, le second plus de fantaisie. L'on en pourrait dire autant du buffet de cet orgue. Dans son architecture, il s'inspire encore des grandes lignes de la boiserie plate, flamboyante, avec ses tourelles à 3 plans et en tiers-point. Quant à son ornementation, elle se perd, elle aussi, dans le détail. Rinceaux, frises, têtes d'anges ou d'animaux, feuillages variés, grotesques statues articulées, mascarons, étoiles tournantes, clochettes, plumées, cariatides à mi-corps, tout est fait pour être vu de près. Ces renseignements d'ordre général valent pour tous les instruments d'Europe. Il va sans dire que dès cette époque se constituent des types nationaux. L'orgue flamand, néerlandais et germanique connaît déjà des claviers plus nombreux.
le Bunzberg, qui est le positif de poitrine, dont le sommier a trouvé place entre la console et le grand orgue, existe en Allemagne depuis le XVe siècle. L'Oberwerk, ou récit, paraît à la fin du XVIe siècle. Le pédalier est riche de plusieurs jeux de fond, d'anches et de mutations, très maniable. Il connaît le 16 pieds. L'orgue italien n'utilise pas le positif. Il correspond à un grand plein jeu dont les rangs sont non pas groupés sur un même registre, mais séparés, chacun faisant entendre une harmonique et dit son fondamental. L'ensemble constitue le ripieno. Quelques chevilles touchées au pied permettent, comme en France, de faire parler les notes graves de l'unique clavier manuel. Pas de pédalier avec des jeux indépendants en Espagne. L'orgue riche de plusieurs rangées de touches correspond ici à un immense plein-jeu avec des registres séparés, basés sur des principaux plus graves qu'en France. On y retrouve également des familles sonores telles que des trompettes. L'étendue des claviers représente environ 4 octaves, de même en Angleterre où l'orgue du XVIe siècle est un instrument réduit à un seul clavier et quelques jeux. S'il faut déjà retenir à l'étranger quelques noms de grands facteurs pour cette période, comme les Champington en Angleterre, les Antegnani en Italie, les Bus et les Amorces en Flandre, une place importante doit être faite à ceux qui se sont illustrés en France à la fin du XVe et du XVIe siècle. Les Houdin-Estre, les Nicolas Petit, les Jousseline, les François des Oliviers, les Arguillères, tous grands créateurs et grands artistes, mais soucieux du détail plus que de l'ensemble. L'instrument de la Renaissance, nous l'avons dit, était un orgue de transition, terrain d'expérience qui accueillit pêle-mêle en France comme en Allemagne ou dans les pays flamands ou néerlandais les sonorités les plus nouvelles. Il lui faudra recevoir des règles précises au XVIIe siècle, dans l'orgue qu'ils vont créer et qui va subsister, tel que jusqu'en vers 1840, les facteurs du grand siècle sauront unir en une magnifique synthèse les principes du Moyen-Âge aux fantaisies du XVIe siècle, avec, après avoir amélioré l'alimentation de l'instrument par la création du soufflet à éclipse, ils vont mettre toute leur science à établir un juste équilibre entre les claviers d'abord, le grand orgue et le positif, dualité autour de laquelle gravite un pédalier qui demeure stationnaire en France jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mais s'accroît en Allemagne dès le XVIIe siècle autant qu'un manuel. Et de nouveaux claviers, de détails, dits de récits, d'écho, ce sont les demi-claviers de 27 à 32 ou 39 notes. Là, Oberwerk, ils ont la même étendue que le clavier principal. Entre les familles des jeux ensuite, au grand orgue comme au positif de Do, même proportion entre les fonds, les fournitures et les anches. Les principaux ou montres seront toujours doublés par des bourdons et des flûtes de même taille. Ces principaux parlent en soliste, mais visent d'abord à constituer le plénum, synthèse toute de lumière, groupant les fonds 16, 8, 4 et 2 pieds, et les fournitures et cymbales. Le plénum du grand orgue doit être plus grave que celui du positif, avec lequel il pourra d'ailleurs s'accoupler. La composition des fournitures et cymbales ne laissera plus place à l'arbitraire de 5 à 10 rangs. À chacun de ces claviers, trompette, clairon et parfois bombarde apportent l'éclat. Le cornet composé ou décomposé est 5 rangs, certains parlent à son propos d'un jeu de tierces, servira de charnière entre fond, mutation et hanche. Voici l'indispensable auquel se tinrent 2 siècles devant tous les facteurs. Le superflu consistait
En ces jeux de détail ou jeux de concert, répartis dès la première moitié du XVIIe siècle sur un clavier d'écho, sur un clavier de récit, à bouche, jeux à hanches susceptibles de chanter en soliste. Ces deux derniers claviers en France ne s'accouplent pas aux précédents. Dans les pays germaniques, l'Oberwerk, plus complet, peut être réuni à l'Hauptwerk. Et oui, l'Allemagne, où l'orgue doit plus qu'ailleurs accompagner au temple la communauté des fidèles, multiplie les jeux de fond, les anches douces. La France, où l'orgue se voit confier surtout un rôle d'apparat, multiplie les jeux d'anges de sonorités franches. Ici et là, l'étendue des claviers s'élève de 45 à 50, 53 touches. Les pédaliers restent chez nous réduits à une vingtaine de chevilles, rarement encore diatoniques, faisant parler des flûtes et des anches. Il possède outre-Rhin 27 à 30 notes chromatiques qui commandent une quinzaine de jeux. Depuis le début du XVIIe en France, on aime à isoler pour la sonorité qu'elle émet dans la taille ou en partie de ténor l'harmonique 5 du son fondamental, la tierce, qui entre dans la composition du cornet. En Allemagne, comme en France, celle-ci est accouplée sur un même registre à une quinte que vient étoffer parfois un deux pieds et donne naissance à divers cornets en miniature comme la séculastera ou la tierciane. C'est vers 1670-1680 que l'orgue français atteint sa maturité, et ce notamment à Paris, définitivement constitué quant à ses claviers et à ses différentes familles de jeux. Il semble que le facteur parisien soit maintenant soucieux de lui imprimer une force plus grande. L'instrument se doit de remplir toute l'église et non plus une partie du monument, d'où la nécessité de développer l'éclat de ses trompettes, la luminosité de ses fournitures et d'augmenter partout la pression. Instrument décoratif au temps de Louis XIV, il doit permettre les grands dialogues, les grands jeux, autant que les monodies de détail. Il est vraisemblable que c'est l'époque où l'orgue acquiert pour la première fois cette puissance imposante, cette autorité qu'il n'a jamais perdue depuis. À l'époque classique, l'orgue italien garde ses proportions réduites. Ses larges principaux, son merveilleux ripieno. Certains instruments s'adjoignent pourtant d'un second clavier. Ces ont pour auteur des Flamands ou des Allemands. Mais ils ignorent encore le pédalier aux jeux indépendants. En Espagne, les facteurs semblent multiplier à plaisir les anches éclatantes, dont plusieurs sont disposées perpendiculairement au buffet et dites en chamade vers 1675. Quant à l'orgue anglais, il se développe considérablement après la Révolution de 1643. Les facteurs de Lille, qui, fuyant la guerre civile, sont venus chercher refuge en France, en ont rapporté des principes qui leur permettent de transfigurer le très modeste positif dont jusqu'alors s'étaient contentés les organistes anglais. Un deuxième, puis un troisième clavier apparaissent. Les jeux de fond s'accroissent, suivant la méthode allemande, lorsqu'un facteur d'outre-Rhin, M. Schmidt, va travailler en Grande-Bretagne. Le pédalier demeure pourtant inconnu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est à Londres, cependant, que l'on construit au début du même siècle les premiers claviers de récit expressif. Innovation qui sera reprise à Leipzig vers 1745. L'orgue classique connaît en Europe son apogée entre 1680 et 1740. Aucune transformation d'importance à partir de cette date. Les types nationaux s'accusent alors, à l'exception cependant de l'orgue allemand, qui emprunte dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle à l'orgue français nombre de ses caractères, et notamment le bel équilibre qu'il avait été réalisé chez nous entre le plénum des différents claviers. C'est à certains artistes de très haut mérite qu'on revient l'honneur d'avoir eu 1 siècle et demi porté l'orgue à sa perfection. Citons pour l'Allemagne les noms des facteurs Serrerer, Fritsch, Copernicus, Casparini,
et surtout celui de Schneider, qui dotèrent les pays germaniques des instruments les plus somptueux qu'ait connus l'Europe à la fin du XVIIe siècle. Ils seront continués au XVIIIe par le Dropa, Scheib, Trost, Kabler, Timitus, Wagner, et tout particulièrement les deux frères Silbermann, dont l'aîné avait été travaillé à Paris avant de s'installer en Alsace. C'est qu'au XVIIe, la France pouvait également s'enorgueillir d'une phalange de très grands maîtres dont la réputation avait franchi nos frontières. Au premier rang de ceux-ci, Nicolas Barbier, Crespin-Carlier, Lescelier, Gouet, Devilliers, Lefebvre, Ingou en Normandie, les Arguillères, Langodol, le Prêcheur, Maillard, Heymann, Thierry, Ducastel, Clicquot, de la Joyeuse, l'Éclos, pour l'Île-de-France, le Blé en Champagne, les Marchands, Boisselier en Provence. Sans être d'aussi grands créateurs, leurs successeurs du XVIIe siècle, les Daléry dans le Nord, les Lefebvre en Normandie, les Legros, Dupont en Lorraine, les frères Rip en Bourgogne, les Lépine, Cavaillé, Guyenne en Languedoc, les Isnard, doivent être tenus pour des savants réalisateurs, artistes autant que techniciens. Trois personnalités marquantes symbolisent en France l'orgue de la fin du XVIIIe siècle. François-Henri Clicquot à Paris, Jean-Baptiste Lefebvre à Rouen, dont François Bédos de Selles à Toulouse, Bordeaux et Paris. Ce dernier devait écrire entre 1666 et 1778 une véritable somme en 3 volumes sur l'art du facteur d'orgue qui fait toujours autorité. On ne saurait enfin omettre de signaler que jusque dans la première moitié du XIXe siècle, les câlinets servent en Alsace la belle tradition des Rips. Aux côtés de ces illustres maîtres d'œuvre allemands et français de la Scandinavie, ne sauraient citer que les frères Kallmann, l'Italie que les Serassi au XVIIIe siècle, l'Allemagne que les Dalland, les Harris, les Schmitt au XVIIe siècle, Jordan, Green et Steller au XVIIIe siècle. À l'orgue, toute architecture et d'équilibre qu'ils ont construit les uns et les autres en Europe correspond à l'âge classique à un buffet qui vaut surtout par ses lignes. Au siècle de la Renaissance, on se souvient que la décoration avait pris le pas sur l'architecture. Dès le début du XVIIIe siècle, le programme diffère. Les hautes flûtes de 16 et 32 pieds semblent commander l'ossature du meuble qui doit les contenir. Les tourelles en demi-lune représentent le seul décor qui compte, 3 à 5 tourelles au grand corps, 3 au positif. Elles dessinent à l'étage de l'entablement supérieur des décrochements qui donnent à l'œuvre son élancement. Des panneaux aux fortes moulures se lisent sur le soubassement. De puissantes caritides engainées soutiennent les tours latérales. Des dômes à imbrication ou des plumées, des statues les coiffent. Quelques claires-voies, des feuillages qui laisseront au XVIIIe siècle la place à de molles draperies, dissimulent l'extrémité supérieure des tuyaux dans le haut des plates faces. Le buffet Louis XIV est plus volumineux que le buffet Louis XIII. Le buffet Louis XV est plus gracieux et souvent incurvé. Une certaine rocaille vient surcharger le meuble germanique. L'Angleterre préfère une formule plus simple. L'Italie conserve son buffet plat, quitte à l'agrémenter de multiples fioritures. Les trompes de la Renaissance subsistent dans l'orgue allemand. De toute manière, ici et là, le tuyau reste maître de la façade. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'orgue romantique. Fidèlement, Jean-Luc Haut.